Bonsoir et bienvenue dans ce voyage à travers l'histoire. Installez-vous confortablement, laissez vos épaules se détendre et permettez à votre esprit de voyager avec moi vers les fjords brumeux de Scandinavie, il y a plus de 1000 ans. Ce soir, nous allons explorer une civilisation qui a marqué l'imaginaire collectif par ses exploits maritimes et ses conquêtes. Mais derrière les casques à cornes des films et les légendes de guerriers invincibles, se cache une réalité bien différente. La vie dans un village viking n'était pas l'épopée héroïque que nous imaginons souvent. Imaginez-vous transporté dans un petit établissement côtier de Norvège vers l'an 950 de notre ère. Les montagnes enneigées se dressent à l'horizon. Les vents marins portent l'odeur salée des embruns et la fumée s'élève lentement des toits de chaume. C'est un monde où la survie dépend de la communauté, où chaque jour apporte son lot de défis et où la frontière entre la vie et la mort reste toujours fragile. Nous découvrirons ensemble pourquoi, malgré notre fascination pour cette époque, très peu d'entre nous auraient réellement survécu dans ce monde âpre et impitoyable. Puis nous suivrons les traces d'Éric le Rouge vers les terres glacées du Groenland, avant d'explorer un mystère archéologique qui divise encore les experts aujourd'hui. Enfin, nous entrerons dans les grands halls des Jarls, où se déroulaient des festins somptueux qui contrastaient dramatiquement avec la réalité quotidienne du peuple. Alors, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-moi vous guider dans ce voyage à travers le temps, vers un monde où la beauté sauvage des paysages nordiques cachait des conditions de vie d'une rudesse inimaginable. Le soleil se lève lentement sur le fjord, mais vous n'avez pas besoin de sa lumière pour vous réveiller. L'inconfort vous tire déjà du sommeil. Vous vous trouvez dans une longue maison viking, une structure basse et étroite qui s'étend sur parfois 40 mètres de longueur. Mais ne vous attendez pas au confort d'une maison moderne. Imaginez-vous allongé sur un banc de bois dur, recouvert de quelques peaux de mouton qui constituent votre seule literie. L'air est épais, chargé de fumée âcre qui provient du foyer central. Cette fumée, qui devrait s'échapper par une ouverture dans le toit, stagne souvent dans la pièce, irritant vos yeux et votre gorge dès les premières heures du jour. Le bois humide crépite et fume plus qu'il ne brûle, créant une atmosphère suffocante qui vous accompagnera tout au long de la journée. Autour de vous, dans cette même pièce unique, vivent non seulement votre famille élargie, mais aussi les animaux domestiques. Les vaches, les moutons, parfois même les chevaux, partagent votre espace de vie. Cette cohabitation, nécessaire pour protéger le bétail du froid mordant de l'hiver nordique, transforme votre maison en une étable géante. L'odeur du fumier se mélange à celle de la fumée, créant un parfum caractéristique que vous respirez en permanence. Vos vêtements, que vous n'avez pas quittés pour dormir, sont imprégnés de ces odeurs. La laine grossière de votre tunique, teinte avec des colorants naturels qui s'estompent rapidement, gratte votre peau. Par-dessus, vous portez une cape de fourrure qui vous protège du froid, mais qui abrite également une multitude de parasites. Les puces, les poux, les acariens constituent vos compagnons de tous les instants. Vous vous grattez constamment, créant des plaies qui s'infectent facilement dans cet environnement insalubre. Le petit déjeuner consiste en un peu de pain d'orge dur comme la pierre, accompagné de lait caillé et, si vous avez de la chance, d'un morceau de poisson séché. Ce poisson, conservé depuis des mois dans le sel, dégage une odeur si forte qu'elle masque temporairement les autres parfums de la longue maison. Vous mâchez lentement, car vos dents, usées par cette alimentation grossière et l'absence de soins dentaires, vous font souffrir. Beaucoup de vos compagnons de village ont déjà perdu plusieurs dents, rendant la mastication difficile et douloureuse. L'eau que vous buvez provient du puits commun, souvent contaminé par les déjections animales et humaines. Les maladies intestinales sont monnaie courante, affaiblissant constamment votre organisme. La dysenterie fait des ravages réguliers, emportant les plus faibles, particulièrement les enfants et les personnes âgées. Votre journée commence avec les corvées. Si vous êtes un homme, vous devez vous occuper du bétail, réparer les outils, travailler le bois ou le métal. Si vous êtes une femme, vous filez la laine, tissez les étoffes, préparez les repas et vous occupez des enfants.
Mais ces tâches ne sont pas une simple routine. Elles sont une question de survie. Un outil cassé et non réparé, une récolte mal gérée, un animal qui tombe malade, et c'est toute la communauté qui risque de mourir de faim avant la fin de l'hiver. L'hiver, justement, représente l'épreuve ultime. Les jours raccourcissent dramatiquement, plongeant le village dans une obscurité presque permanente. La température chute bien en dessous de zéro, et les tempêtes de neige peuvent vous couper du monde extérieur pendant des semaines. Dans la longue maison, vous vous serrez autour du foyer avec les autres membres de la famille, économisant précieusement chaque bûche. Le froid s'immisce partout, glaçant vos os, engourdissant vos membres. La nourriture stockée pour l'hiver s'amenuise rapidement. Le pain d'orge devient de plus en plus dur et rare. La viande séchée, rongée par les vers, doit être consommée malgré son état douteux. Les légumes conservés dans la cave, souvent pourris par endroits, constituent parfois votre seul repas de la journée. La malnutrition s'installe insidieusement, affaiblissant votre système immunitaire et rendant votre corps vulnérable aux maladies. Les enfants souffrent particulièrement de ces conditions. Beaucoup ne survivent pas à leur première année, emportés par des maladies qui seraient facilement soignées aujourd'hui. Ceux qui atteignent l'âge de 10 ans portent déjà les marques de cette vie difficile. Une croissance retardée, des dents abîmées, des cicatrices de maladies de peau. L'espérance de vie moyenne ne dépasse guère les 40 ans, et nombreux sont ceux qui meurent bien avant cet âge. La mort d'ailleurs fait partie intégrante de la vie quotidienne. Elle peut survenir de 1000 façons. Une blessure qui s'infecte, une maladie qui emporte un proche en quelques jours, un accident de travail, une attaque de bandits ou de pillards. Les femmes meurent souvent en couches, dans des souffrances atroces, sans aucun moyen de soulager leur douleur. Les hommes périssent dans des raids, des disputes violentes ou simplement d'épuisement. L'hygiène, telle que nous la concevons aujourd'hui, n'existe pas. Vous vous lavez rarement. Et quand vous le faites, c'est avec de l'eau froide et un savon rudimentaire fait de cendres et de graisse animale. Vos cheveux, longs et gras, abritent une faune parasite diverse. Vos ongles, noirs de crasse, ne sont coupés qu'avec un couteau émoussé. L'odeur corporelle, mélangée à celle des vêtements jamais lavés, crée une atmosphère suffocante dans l'espace confiné de la longue maison. Les distractions sont rares et simples. Le soir, autour du foyer, on raconte des histoires, on chante des chants traditionnels, on boit de l'hydromel quand on en a. Mais ces moments de détente sont souvent interrompus par les pleurs d'un enfant malade, les gémissements d'un animal, ou simplement par la fatigue écrasante de la journée. Votre monde se limite à quelques kilomètres autour du village. Vous ne voyagez que par nécessité absolue, pour troquer quelques produits ou fuir un danger. La plupart des Vikings n'ont jamais quitté leur région natale, contrairement à ce que les légendes populaires voudraient nous faire croire. Votre univers est petit, clos, et d'une monotonie qui broie l'esprit. Et pourtant, dans ce monde de souffrance et de privation, vous trouvez parfois des moments de beauté. Le reflet du soleil sur la neige fraîche, le chant des oiseaux au retour du printemps, le sourire d'un enfant qui survit à sa première maladie. Ces instants de grâce, rares et précieux, donnent un sens à cette existence difficile et rappellent que même dans les conditions les plus dures, l'humanité trouve toujours un moyen de persévérer. La journée se termine comme elle a commencé, dans l'inconfort et l'incertitude. Vous vous allongez à nouveau sur votre banc de bois, tirant sur vous les peaux de mouton qui vous protègent tant bien que mal du froid. Autour de vous, les bruits familiers de la longue maison continuent. Le souffle des animaux, les ronflements des dormeurs, le crépitement du feu qui s'éteint lentement. Et vous savez que demain, vous devrez recommencer cette lutte quotidienne pour la survie, dans un monde où la mort rôde constamment et où seuls les plus forts, les plus chanceux ou les plus intelligents parviennent à voir un autre jour se lever. Bienvenue à bord de ton vaisseau, cher explorateur. Notre mission aujourd'hui est d'entreprendre une exploration virtuelle de l'Europe des Vikings. Plongeons ensemble dans les archives numériques de ce continent fascinant et découvrons-en les secrets oubliés.
Imaginez l'année 793, le ciel sombre soudainement, annonciateur d'un cataclysme imminent. C'est le jour où l'abbaye de Lindisfarne est pillée par des Vikings, marquant le début de 300 ans de raids et de conquêtes. L'Europe tremble devant l'avancée inexorable des longs navires nordiques et des guerriers féroces qui les peuplent. Mais pour comprendre la genèse de cette invasion, il faut remonter plus loin dans le passé. Au cœur de la Scandinavie, la Norvège, l'Islande et le Danemark, berceau des Vikings, étaient alors divisés en multiples royaumes indépendants, gouvernés par des jarls et des recs. À cette époque, ces peuples germanophones partageaient une même langue, le vieux norrois, ainsi qu'une culture animiste empreinte de superstitions, de sagas et de récits merveilleux. Leur société était pyramidale. Au sommet, les rois et chefs de clan, puis les artisans, les fermiers et enfin les esclaves, nombreux en Norvège et au Danemark, mais moins en Islande où le travail forcé était interdit. Mais comment ces peuples germains sont-ils devenus ces explorateurs infatigables et conquérants acharnés? Pour répondre à cette question, revivons le quotidien de Ragnar Lodbrok, chef légendaire des Vikings, qui incarne à la fois la force et les faiblesses de la société nordique. Le matin se lève bruyamment à Hedeby. C'est l'une des plus grandes villes commerciales du Danemark viking, située à l'embouchure de l'Èbre. Au lever du jour, les matelots commencent à hisser leurs voiles, tandis que les marchands s'activent pour écouler leurs denrées. Parmi eux, Ragnar, un chef de clan danois, fier et charismatique, portant une tunique de lin ornée de runes et une coiffe en cuir. Son ambition est de mener ses hommes à de nouvelles terres, plus loin que les rives de l'Èbre. Mais pour cela, il lui faut des hommes, des armes et des bateaux. La société scandinave était structurée autour des liens de parenté et de dépendance. Chaque homme libre était rattaché à un clan dirigé par un chef, le Rik. Les membres du clan, liés par des liens de fidélité et de loyauté, étaient tenus de participer aux raids menés par leur chef. Le clan fournissait également des esclaves pour travailler les champs et les exploitations, mais aussi pour faire face aux exigences des dieux nordiques. Car en cette ère pré-chrétienne, la religion scandinave était polythéiste et cruelle. Des dieux capricieux et vengeurs, comme Thor, Odin et Fricot, régnaient en maîtres absolus. Pour les maintenir de leur côté, les hommes sacrifiaient animaux et parfois des êtres humains. Ragnar a choisi de se rapprocher d'Ael, une prêtresse vénérée pour sa sagesse et sa puissance. Elle l'aide à interpréter les auspices et à prévoir l'avenir. Après avoir imploré la bénédiction des dieux et consulté les oracles, Ragnar rassemble son clan. Les hommes chantent des chants de guerre, brandissent leurs armes et montent à bord de longs navires. Ces vaisseaux, appelés Kneurs, étaient idéaux pour les explorations et les combats. Longs, étroits et rapides, ils pouvaient transporter des dizaines d'hommes armés et étaient équipés de rames et de voiles latines. Le vent gonfle les voiles et le Knorr s'élance vers l'horizon traversant les mers du Nord. Les Vikings étaient de grands navigateurs et explorateurs poussés par la soif d'aventure, la quête de richesse et le besoin de nouvelles terres. Ils se rendirent en Islande, en Angleterre, en France, en Italie et même en Amérique du Nord 500 ans avant Christophe Colomb. Leur raid en Angleterre était particulièrement spectaculaire, pillant des monastères et des villes entières. Face à cette menace, les Anglo-Saxons se regroupèrent pour résister. Sur le champ de bataille, les Vikings s'illustrèrent par leur courage et leur audace. Armés de haches, de couteaux et de boucliers, ils étaient entraînés au combat rapproché et utilisaient des tactiques innovantes. Ragnar, quant à lui, se distingua par son intelligence et sa ruse. Il apporta notamment son célèbre casque de fer, capable de protéger sa tête des coups les plus violents. Face à l'invasion viking, l'Angleterre réorganisa sa défense, fondant de puissantes entités politiques, les heptarchies saxonnes. Le roi Ella, stratège avisé, rallia ses troupes et celles de ses alliés pour affronter Ragnar et son clan. Le combat fut terrible, mais les Saxons purent finalement repousser les Vikings, capturant Ragnar et le faisant enfermer dans un tronc en guise de punition. Blessé et affamé, Ragnar finit par mourir, se noyant dans son propre jus.
Malgré leur défaite, les Vikings continuèrent leur raid en Europe occidentale pendant tout le IXe siècle. Leurs incursions en France les conduisirent en territoire musulman, où des communautés vikings s'établirent durablement. À partir du IXe siècle, les Vikings explorèrent également l'océan Atlantique. Leif Erikson, un des premiers colons vikings en Islande, découvrit le continent américain, fondant un établissement durable à Newfoundland. L'exploration de nouvelles terres n'empêcha pas les Vikings de développer un intense réseau commercial. Leurs expéditions commerciales les menèrent jusqu'en Orient, où ils négocièrent des épices, du luxe et des tissus précieux. L'essor du commerce viking contribua également à la création des fjords glacés du Groenland d'Éric le Rouge. Nous voici maintenant transportés vers un tout autre mystère, qui nous mène bien loin des terres scandinaves traditionnelles. Imaginez-vous dans les vastes plaines du Minnesota, au cœur de l'Amérique du Nord, par une froide journée d'automne de l'année 1898. Les feuilles des érables rougeoient sous un soleil pâle, et un fermier suédois du nom d'Olof Öhman s'affaire à défricher un terrain près de la petite ville de Kensington. Öhman, immigré de Småland arrivé en Amérique quelques années plus tôt, travaille méthodiquement à arracher les souches d'arbres qui parsèment son nouveau terrain. C'est un labeur pénible, répétitif, qui demande des heures d'effort pour chaque mètre carré gagné sur la forêt. Ses mains calleuses manient la hache et la pioche avec l'endurance patiente de ceux qui savent que seul le travail acharné permet de survivre dans ces terres nouvelles. Soudain, sa pioche heurte quelque chose de dur sous les racines enchevêtrées d'un tremble centenaire. Ce n'est pas le bruit familier du métal contre la pierre, mais quelque chose de différent, de plus résonnant. Intrigué, Öhman creuse davantage et dégage progressivement une grande dalle de pierre grise, longue de presque 1 mètre et large d'une 40aine de centimètres. Mais ce qui retient immédiatement son attention, ce sont les caractères étranges gravés sur sa surface. Car Öhman, bien qu'il soit un simple fermier, connaît les runes. Comme beaucoup de Scandinaves de sa génération, il a grandi avec les histoires anciennes, les légendes des Vikings, et il sait reconnaître l'écriture de ses ancêtres. Or, ce qu'il découvre sous cet arbre du Minnesota, ce sont bel et bien des runes, gravées avec soin dans la pierre grise. Imaginez sa stupéfaction. Ici, au cœur de l'Amérique, à des milliers de kilomètres de la Scandinavie, voici qu'apparaît un message de ses ancêtres vikings. Les caractères angulaires, gravés profondément dans la pierre, semblent défier le temps et l'espace. Öhman nettoie délicatement la surface, révélant peu à peu l'intégralité de l'inscription. 8 Goths et 22 Norvégiens, lors d'un voyage d'exploration depuis le Vinland vers l'ouest. Peut-il déchiffrer approximativement? Mais l'inscription continue, et c'est là que le mystère prend une tournure dramatique, car selon ce que parvient à comprendre Öhman, le message raconte une tragédie. Les explorateurs scandinaves auraient établi un campement près d'un lac, laissant 10 hommes à la garde de leur navire près de la mer, à 14 jours de marche vers le nord. À leur retour, ils auraient découvert leurs compagnons massacrés, baignant dans leur sang. Le message se termine par une date qui glace le sang d'Öhman. L'an 1362. Soit plus d'un siècle avant que Christophe Colomb ne pose le pied en Amérique, et près de 5 siècles avant l'installation des premiers colons européens dans cette région du Minnesota. Si cette pierre disait vrai, elle révolutionnait complètement notre compréhension de l'histoire américaine et prouvait que les Vikings avaient non seulement atteint l'Amérique du Nord, mais s'y étaient aventurés bien plus profondément qu'on ne l'avait jamais imaginé. La nouvelle de cette découverte extraordinaire se répandit rapidement dans la communauté scandinave du Minnesota, puis gagna les universités et les cercles savants de tout le pays. Des spécialistes accoururent de Chicago, de New York, même d'Europe, pour examiner cette pierre qui promettait de réécrire l'histoire. Les premiers experts qui l'étudièrent furent partagés entre l'émerveillement et le scepticisme. D'un côté, la pierre présentait tous les signes d'une grande ancienneté. Elle était profondément enfouie sous les racines d'un arbre centenaire, dans un sol qui ne semblait jamais avoir été perturbé.
Les runes elles-mêmes étaient gravées avec une technique qui correspondait aux méthodes scandinaves médiévales. Certains caractères présentaient des formes particulières qui n'étaient utilisées qu'à certaines époques, et l'ensemble de l'inscription révélait une connaissance approfondie de l'ancienne langue nordique. Mais d'autre part, plusieurs éléments troublaient les spécialistes. Certaines runes utilisées sur la pierre étaient d'un type très particulier, qui n'étaient normalement employées qu'en Suède, alors que le texte prétendait avoir été rédigé par des Norvégiens et des Goths. De plus, quelques mots du texte semblaient empruntés au suédois moderne plutôt qu'à l'ancien nordique qui aurait dû être utilisé au XIVe siècle. Le fermier Öhman lui-même devint rapidement le centre de l'attention, et pas toujours de manière agréable. Certains commencèrent à murmurer qu'il aurait pu fabriquer lui-même cette pierre, soit par malice, soit dans l'espoir d'un gain financier. Après tout, Öhman était suédois, il connaissait les runes, et il avait largement eu le temps de graver cette inscription avant de prétendre la découvrir. Le fait qu'aucun témoin n'ait assisté à la découverte ne plaidait pas en faveur de son authenticité. Cette controverse divisa la communauté scientifique pendant des décennies. D'un côté se trouvaient ceux qu'on appelait les authenticistes, convaincus que la pierre de Kensington constituait la preuve tangible d'exploration viking en Amérique du Nord, bien antérieure à Colomb. Ils mettaient en avant l'usure naturelle de la pierre, la complexité de l'inscription, et surtout le fait qu'un simple fermier n'aurait pas pu posséder les connaissances linguistiques nécessaires pour créer un faux si sophistiqué. De l'autre côté se dressaient les sceptiques qui voyaient dans cette pierre une supercherie bien construite, mais néanmoins frauduleuse. Ils soulignaient les anachronismes linguistiques, l'improbabilité géographique d'une expédition viking si profonde dans le continent et l'absence totale d'autres preuves archéologiques dans la région. Pour eux, la pierre de Kensington n'était qu'un canular élaboré, peut-être inspiré par la fierté ethnique des immigrants scandinaves désireux de prouver que leurs ancêtres avaient devancé Colomb. Au fil des décennies, de nouvelles techniques d'analyse furent appliquées à la mystérieuse pierre. Les géologues étudièrent sa composition, cherchant des traces de patine artificielles ou de gravures récentes. Les linguistes disséquèrent chaque caractère, chaque mot, chaque tournure grammaticale, comparant le texte aux autres inscriptions runiques connues. Les historiens fouillèrent les archives scandinaves, recherchant des traces documentaires d'expéditions vers l'ouest au XIVe siècle. Certaines de ces analyses semblèrent confirmer l'authenticité de la pierre. La patine qui recouvrait les runes paraissait naturelle et ancienne. L'usure différentielle des caractères correspondait à ce qu'on attendrait d'une inscription vraiment ancienne. Surtout, de nouvelles découvertes archéologiques commençaient à confirmer que les Vikings avaient effectivement établi des colonies permanentes en Amérique du Nord, notamment à Lens, aux Meadows, à Terre-Neuve. Mais d'autres analyses jetèrent de nouveaux doutes sur l'authenticité de l'inscription. Des spécialistes remarquèrent que certaines formulations du texte semblaient calquées sur des traductions modernes de sagas islandaises, plutôt que sur la langue authentique du XIVe siècle. L'utilisation de certains chiffres, notamment pour exprimer la date, ne correspondait pas aux usages de l'époque médiévale. Le mystère s'épaissit encore quand on découvrit qu'Öhman n'était peut-être pas le simple fermier ignorant qu'il prétendait être. Des recherches révélèrent qu'il possédait dans sa bibliothèque personnelle plusieurs ouvrages sur l'histoire scandinave, y compris des livres décrivant les systèmes runiques. Il était également membre d'une société culturelle suédoise locale où l'on discutait régulièrement des exploits des anciens vikings. Mais les partisans de l'authenticité rétorquaient que ces éléments ne prouvaient rien. Il était naturel qu'un immigrant scandinave s'intéresse à l'histoire de sa patrie d'origine. Et même Öhman possédait quelques connaissances sur les runes, cela ne signifiait pas qu'il avait les compétences linguistiques et historiques nécessaires pour créer un faux aussi élaboré. Le débat prit parfois des tournures passionnées, voire politiques. Dans l'Amérique du début du XXe siècle,
en proie à des vagues d'immigration massive, l'idée que les Scandinaves avaient précédé tous les autres Européens en Amérique flattait l'orgueil de cette communauté. La pierre de Kensington devint un symbole d'identité ethnique et remettre en question son authenticité revenait presque à insulter l'honneur scandinave américain. Cette dimension politique compliqua encore l'analyse scientifique de l'objet. Des musées se disputèrent sa possession. Des politiciens locaux s'en servirent pour promouvoir le tourisme dans la région. Et l'objectivité scientifique se perdit parfois dans les enjeux de prestige et d'argent. Au fil du temps, cependant, la balance pencha de plus en plus vers le scepticisme. Les nouvelles générations d'experts, moins influencés par les passions de l'époque, appliquèrent des méthodes d'analyse toujours plus sophistiquées. L'étude comparative avec d'autres inscriptions runiques authentiques révéla de nombreuses anomalies dans la pierre de Kensington. L'analyse géologique montra que certaines parties de la gravure présentaient des signes de fraîcheur incompatibles avec un âge de plusieurs siècles. Mais le coup de grâce vint peut-être de la découverte, dans les papiers personnels de Mann, de brouillons et d'exercices runiques qui ressemblaient étrangement au texte de la pierre. Il devint évident que le fermier suédois avait longuement préparé son canular, étudiant les sources historiques, s'exerçant à graver les runes et choisissant soigneusement l'endroit où découvrir son œuvre. Pourtant, encore aujourd'hui, la pierre de Kensington conserve ses défenseurs. Certains arguent que même si Eumann a pu retoucher ou compléter une inscription authentique, le cœur du message pourrait remonter au XIVe siècle. D'autres suggèrent que la pierre pourrait être authentique, mais datée d'une époque plus récente que prétendue, peut-être du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Car le mystère de la pierre de Kensington dépasse en réalité la simple question de son authenticité. Il révèle quelque chose de profond sur notre rapport à l'histoire et à l'identité. Dans l'Amérique du tournant du XXe siècle, où des millions d'immigrants cherchaient à s'enraciner dans leur nouvelle patrie tout en préservant la fierté de leurs origines, l'idée que leurs ancêtres avaient découvert l'Amérique bien avant Colomb possédait une force émotionnelle considérable. La pierre de Kensington, authentique ou non, témoigne de ce besoin humain fondamental de créer des liens entre le passé et le présent, de donner une profondeur historique à notre existence. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement constituée de faits bruts, mais aussi des mythes et des légendes que nous créons pour donner du sens à notre place dans le monde. Aujourd'hui, la pierre de Kensington repose dans un musée du Minnesota, où elle continue d'attirer des visiteurs curieux. Les experts s'accordent généralement pour la considérer comme un faux habile, mais son histoire même est devenue partie intégrante du patrimoine américain. Elle nous enseigne la prudence face aux découvertes trop belles pour être vraies, mais aussi la compréhension pour les rêves et les aspirations qui peuvent pousser des hommes ordinaires à vouloir réécrire l'histoire. Et qui sait, peut-être qu'un jour, de véritables preuves d'exploration viking profonde en Amérique du Nord seront découvertes. En attendant, la pierre de Kensington demeure ce qu'elle a toujours été. Un mystère fascinant qui nous interroge autant sur nous-mêmes que sur nos ancêtres. Un rappel que la frontière entre l'histoire et la légende reste parfois plus floue qu'on ne voudrait l'admettre. Après avoir exploré les mystères incertains de la pierre de Kensington, permettez-moi maintenant de vous emmener vers un tout autre aspect de la civilisation viking, celui qui contraste de manière saisissante avec la dure réalité quotidienne que nous avons découverte au début de notre voyage. Car si la plupart des Vikings vivaient dans des conditions d'une rudesse extrême, une élite privilégiée évoluait dans un monde de raffinement et d'abondance qui rivalisait avec les cours les plus somptueuses d'Europe. Imaginez-vous maintenant dans la grande salle d'un jarl, l'un de ces seigneurs vikings qui régnaient sur de vastes territoires et commandait à des centaines d'hommes. Nous sommes en Norvège vers l'an 1000, dans l'un de ces halls légendaires dont parlent encore aujourd'hui les sagas islandaises. La différence avec la longue maison paysanne que nous avons visitée plus tôt est saisissante. D'abord, les dimensions.
Cette salle d'apparat peut mesurer jusqu'à 60 mètres de longueur sur 15 de largeur, soit la taille d'une petite cathédrale. Le toit, soutenu par d'immenses poutres de chêne sculptées de motifs complexes, s'élève à plus de 10 mètres de hauteur. Les murs, construits en pierre soigneusement ajustées plutôt qu'en simples planches, sont recouverts de tentures colorées tissées d'or et d'argent. Ces tapisseries racontent les exploits des ancêtres du Jarl, leurs victoires au combat, leurs voyages lointains, leurs alliances prestigieuses. Le foyer central, au lieu d'être un simple cercle de pierre, constitue une véritable œuvre d'art. Forgé dans le bronze et l'argent, orné de têtes de dragons et de serpents entrelacés, il diffuse une chaleur généreuse dans toute la salle. Mais contrairement aux longues maisons communes, ici la fumée ne stagne pas. Un ingénieux système d'évacuation, inspiré des techniques romaines, permet à l'air de circuler librement, maintenant une atmosphère claire et respirable. Autour de ce foyer somptueux, des bancs de bois précieux, chêne, frêne, parfois même ébène importés de terres lointaines, sont recouverts de coussins moelleux remplis de duvets d'Eider. Les dossiers sont sculptés de scènes mythologiques. Odin chevauchant Sleipnir, Thor brandissant Mjolnir, les Valkyries guidant les morts vers le Valhalla. Chaque détail témoigne de la richesse et du raffinement de ceux qui règnent ici. Car un jarl n'est pas seulement un chef de guerre, c'est un mécène, un collectionneur, un homme de culture qui rivalise avec les cours carolingiennes ou byzantines. Sa richesse provient de sources multiples. Les terres qu'il possède et fait cultiver par ses dépendants, les expéditions commerciales qu'il finance vers les marchés de Constantinople ou de Cordoue, les raids qu'il organise contre les côtes européennes et surtout les tributs que lui versent les petits fermiers en échange de sa protection. Approchez-vous maintenant de la table d'honneur, cette longue planche de chêne massif poli jusqu'à briller comme un miroir. Elle peut accueillir une cinquantaine de convives lors des grands banquets, et chaque place est soigneusement assignée selon un protocole complexe qui reflète les hiérarchies sociales et les alliances politiques. Le Jarl occupe naturellement la place centrale, surélevé sur une estrade qui lui permet de dominer l'assemblée du regard. Observez maintenant les préparatifs d'un de ces festins légendaires qui pouvaient durer plusieurs jours. Car chez les Vikings de haut rang, l'hospitalité n'est pas qu'une vertu. C'est un instrument de pouvoir, un moyen d'afficher sa richesse et de renforcer sa position sociale. Un jarl qui offre de pauvres banquets perd rapidement le respect de ses pairs et la fidélité de ses suivants. Les cuisines du hall s'activent depuis l'aube. Contrairement aux maigres repas de la paysannerie, ici règne l'abondance. D'immenses chaudrons de bronze mijotent au-dessus de feux de bois aromatiques. Dans l'un d'eux cuit lentement un sanglier entier, farci aux herbes sauvages et aux baies dont la chair tendre se détache de l'os. Dans un autre, un mouton rôti à la broche, arrosé de miel et de bière, développe des saveurs complexes qui embaument toute la salle. Mais la viande n'est qu'un aspect de ce festin somptuaire. Sur de longues tables annexes s'accumulent les mets les plus raffinés que peuvent offrir les terres nordiques et le commerce international. Des saumons fumés aux saveurs délicates, pêchés dans les fjords les plus purs. Des fromages vieillis dans des caves, creusés dans la roche, aux pâtes onctueuses et au goût subtil. Des pains de froment blanc, luxe inouï dans une région où l'orge et le seigle constituent l'ordinaire, cuits dans des fours spécialement conçus par des artisans venus de France. Les boissons rivalisent en raffinement avec les mets. L'hydromel, cette boisson sacrée des dieux nordiques, coule ici à flot dans des récipients d'orfèvrerie. Mais pas n'importe quel hydromel. Celui-ci est vieilli pendant des années dans des tonneaux de chêne, enrichi de miel de bruyère et d'épices rares importées de Constantinople. Sa couleur dorée scintille dans les cornes à boire sculptées d'argent et d'or que manipulent les convives. À côté de l'hydromel traditionnel, le jarl propose à ses invités des vins importés des vignobles de France et d'Allemagne, conservés dans des caves souterraines où la température reste constante toute l'année. Ces vins, d'une valeur considérable dans le Nord, ne sont servis que dans les plus grandes occasions, dans des coupes de verre colorées ou de métal précieux qui rivalisent avec les trésors des monastères.
Mais ce qui distingue vraiment ces banquets aristocratiques, c'est leur dimension culturelle et sociale. Car autour de cette table se rassemblent non seulement les guerriers et les membres de la famille du Jarl, mais aussi les skalds, ces poètes musiciens qui constituent l'âme de la civilisation viking. Imaginez ces hommes vêtus de leurs plus beaux atours, portant des instruments à cordes finement ouvrées qui vont transformer le repas en une véritable performance artistique. Les skalds ne sont pas de simples amuseurs. Dans la société viking, ils détiennent un pouvoir considérable, car ils sont les gardiens de la mémoire collective, les chroniqueurs des exploits guerriers, les créateurs de la renommée posthume. Un jarl qui s'attire les faveurs d'un skald réputé voit ses exploits magnifiés et transmis aux générations futures. À l'inverse, celui qui déçoit un poète risque de voir sa réputation ternie pour l'éternité. Écoutez maintenant ces chants qui s'élèvent dans la fumée parfumée des torches. Les voix graves des skalds entonnent les drapures, ces poèmes complexes qui célèbrent les victoires militaires, les voyages lointains, les généalogies prestigieuses. La langue utilisée n'est pas le norrois quotidien, mais un idiome sophistiqué, truffé de métaphores savantes et d'allusions mythologiques que seuls les initiés peuvent pleinement apprécier. Ces poèmes suivent des règles métriques d'une complexité inouïe. Chaque vers doit respecter un schéma de rimes internes, d'allitération et de rythme qui transforme la langue en véritable musique. Les plus grands skalds, comme Egil Skallagrimson ou Snorri Sturluson, sont capables d'improviser des strophes parfaites sur n'importe quel sujet, démontrant une virtuosité technique qui impressionne même leurs contemporains. Entre les chants, les conversations reprennent autour de la table. Mais là encore, nous sommes loin des préoccupations terre-à-terre de la paysannerie. Ici, on discute de politique internationale, d'alliances matrimoniales avec les cours européennes, de stratégie commerciale transcontinentale. Un jarl doit être informé des derniers développements dans l'Empire byzantin, des guerres qui secouent l'Europe carolingienne, des opportunités qui s'ouvrent dans les nouvelles terres d'Amérique. Car ces aristocrates vikings sont des hommes du monde, en contact permanent avec l'élite européenne de leur époque. Leurs fils servent comme mercenaires dans la garde varangienne de Constantinople. Leurs filles épousent des princes russes ou des ducs normands. Ils parlent souvent plusieurs langues, possèdent des collections d'objets d'art venus de tout l'horizon connu, entretiennent une correspondance avec des personnalités influentes de Londres à Kiev. Observez maintenant ces convives qui dégustent leurs mets raffinés. Leurs vêtements témoignent d'un luxe inouï pour l'époque. Les hommes portent des tuniques de soie importées de Byzance, teintes dans des couleurs vives, obtenues avec des pigments rares. Leurs capes sont bordées d'hermine ou de zibeline, fourrures si précieuses qu'elles valent parfois le prix d'une ferme entière. À leurs doigts brillent des bagues d'or serties de pierres précieuses. Aux poignets s'entrechoquent des bracelets d'argent ciselés. Les femmes ne sont pas en reste dans cette démonstration d'opulence. Leurs robes, confectionnées dans les ateliers les plus réputés de la région, combinent les traditions nordiques avec les influences byzantines et carolingiennes. Les broderies d'or qui ornent leur corsage racontent des histoires complexes, mêlant motifs géométriques et représentations animalières. Leurs bijoux, d'une finesse extraordinaire, témoignent du savoir-faire des orfèvres vikings qui rivalisent avec leurs confrères de Cordoue ou de Venise. Mais au-delà de cette ostentation matérielle, c'est surtout l'atmosphère de raffinement intellectuel qui distingue ces élites. Car contrairement aux clichés modernes sur les vikings barbares, l'aristocratie nordique cultive les arts et les lettres avec une passion qui n'a rien à envier aux cours médiévales les plus sophistiquées. Dans les appartements privés du jarl, aménagés dans les étages supérieurs du hall, s'accumulent les manuscrits rares et les objets d'art précieux. Des enluminures irlandaises côtoient des ivoires byzantins, des armes damasquinées voisinent avec des reliquaires carolingiens. Cette collection, constituée au fil des générations par les raids, les échanges commerciaux et les alliances diplomatiques, témoigne de l'ouverture de cette aristocratie sur le monde extérieur.
Le jarl lui-même est souvent un homme cultivé, capable de lire le latin et le grec, familier des textes classiques et des débats théologiques de son époque. Sa bibliothèque, rare privilège dans ce monde où l'écriture reste exceptionnelle, contient des ouvrages de géographie, d'histoire, de philosophie qui font de lui un interlocuteur respecté des clercs européens. Ses enfants reçoivent une éducation soignée qui dépasse largement l'apprentissage de la guerre et du commerce. Ils étudient les langues étrangères, la rhétorique, les mathématiques, l'astronomie. Les filles apprennent non seulement les arts domestiques, mais aussi la gestion des domaines, la diplomatie, parfois même la médecine. Cette formation complète leur permet de jouer un rôle actif dans l'administration des territoires familiaux et dans les négociations politiques. La soirée avance et l'ambiance du banquet évolue imperceptiblement. Les conversations se font plus intimes, les rires plus fréquents. L'hydromel et le vin aidant, les barrières sociales s'assouplissent quelque peu, permettant aux guerriers de plaisanter avec leurs chefs, aux scaldes d'improviser des vers satiriques, aux femmes de participer plus librement au débat. Mais même dans cette décontraction relative, les codes de l'honneur viking restent rigoureusement respectés. Un geste déplacé, une parole malheureuse et l'ambiance festive peut basculer dans la violence. Car ces hommes, malgré leur raffinement, restent des guerriers pour qui l'honneur vaut plus que la vie. Ils portent tous des armes, même lors des banquets, et savent s'en servir avec une efficacité redoutable. C'est d'ailleurs cette tension permanente entre civilisation et barbarie qui donne à ces élites vikings leur caractère si particulier. Ils peuvent discourir savamment de philosophie grecque le matin et partir piller un monastère l'après-midi, composer des vers d'amour délicats et trancher une gorge sans hésitation. Cette dualité, incompréhensible pour notre époque, constitue l'essence même de leur identité. Lorsque la nuit s'avance et que les derniers invités regagnent leurs appartements, le jarl reste parfois seul dans sa grande salle, contemplant les braises qui rougeoient encore dans le foyer central. Autour de lui, l'immense espace semble peuplé des fantômes de tous ceux qui ont participé à ces festins au fil des siècles. Il songe peut-être à la fragilité de sa position, à la précarité de cette richesse qui peut s'évanouir du jour au lendemain sous les coups du sort ou des ennemis. Car derrière le faste de ces banquets se cache une réalité plus sombre. Cette prospérité repose largement sur l'exploitation des populations paysannes que nous avons rencontrées au début de notre voyage. Chaque mets raffiné, chaque objet précieux, chaque moment de loisir aristocratique se paie par le labeur acharné de centaines de familles qui vivent dans le dénuement. Cette inégalité, acceptée comme naturelle par la société de l'époque, n'en demeure pas moins criante. Le jarl le sait, même s'il préfère ne pas y penser. Il sait que sa richesse provient des impôts prélevés sur des familles qui peinent à survivre, que ces festins somptueux contrastent douloureusement avec la faim qui règne parfois dans les campagnes, que ces objets d'art ont souvent été arrachés par la violence à leurs propriétaires légitimes. Mais c'est là le paradoxe de cette époque. Cette même aristocratie guerrière qui vit dans le luxe et cultive les arts est aussi celle qui assure la protection des populations, qui organise la défense du territoire, qui maintient les liens commerciaux avec l'étranger. Sans elle, les fermiers seraient livrés sans défense aux pillards, les artisans ne pourraient écouler leur production, les routes commerciales seraient coupées. Cette ambiguïté morale traverse toute la civilisation viking et explique en partie sa fascination durable. Ces hommes et ces femmes nous apparaissent tour à tour admirables et détestables, raffinés et brutaux, généreux et cupides. Ils incarnent toutes les contradictions de l'âme humaine, portées à leur paroxysme par les conditions extrêmes de leur époque. En se couchant enfin dans son lit somptueux, orné de fourrures et de soieries, le jarl emporte avec lui le poids de ses contradictions. Demain, il reprendra son rôle de seigneur tout-puissant, arbitrant les querelles de ses sujets, planifiant de nouveaux raids ou de nouvelles alliances, veillant à la prospérité de ses domaines. Mais pour l'instant, dans l'obscurité de sa chambre, il n'est plus qu'un homme face à lui-même, confronté aux questions éternelles
sur le sens de l'existence et la légitimité du pouvoir. Ainsi se termine notre voyage à travers les différents visages de la civilisation viking. De la misère quotidienne des paysans au faste de l'aristocratie, de l'aventure désespérée d'Éric le Rouge au mystère non résolu de l'archéologie, nous avons parcouru un monde d'une complexité et d'une richesse qui dépassent largement les clichés populaires. Les Vikings nous apparaissent finalement comme les hommes et les femmes qu'ils étaient. Ni les héros idéalisés des légendes romantiques, ni les barbares sanguinaires de certaines chroniques, mais des êtres humains ordinaires confrontés à des défis extraordinaires qui ont su créer une civilisation originale dans l'un des environnements les plus hostiles d'Europe. Voici donc terminé notre voyage à travers le monde viking, cette civilisation qui continue de fasciner par ses contradictions et sa complexité. Nous avons parcouru ensemble les fjords glacés de Norvège, les plaines du Minnesota et les grandes salles des aristocrates nordiques, découvrant à chaque étape une réalité bien différente de nos préconceptions. La vie viking, telle que nous l'avons explorée ce soir, nous rappelle que l'histoire n'est jamais simple, jamais monolithique. Derrière les légendes et les mythes se cachent des hommes et des femmes confrontés aux mêmes défis éternels que nous. La survie, l'amour, l'ambition, la peur de la mort. Leur réponse à ces défis, forgés par leur époque et leur environnement, nous éclairent autant sur eux que sur nous-mêmes. Alors que vous vous installez pour la nuit, dans le confort et la sécurité de votre époque, permettez-vous un instant de gratitude pour les progrès accomplis par l'humanité. L'eau chaude qui coule de vos robinets, la chaleur qui règne dans votre demeure, la nourriture abondante et variée à votre disposition, la médecine qui protège votre santé, tout cela aurait semblé magique aux Vikings que nous avons rencontrés. Et pourtant, en dépit de leurs conditions de vie si difficiles, ces hommes et ces femmes d'autrefois ont su créer, aimer, rêver, explorer. Ils ont tracé des routes commerciales à travers l'Europe, composé des poèmes d'une beauté intemporelle, bâti une société complexe et raffinée. Leur héritage continue d'enrichir notre monde, nous rappelant que l'esprit humain trouve toujours un moyen de s'élever, même dans l'adversité. Laissez maintenant ces images s'estomper doucement dans votre esprit. Les fjords enneigés, les longues maisons enfumées, les dracars fendant les vagues, les mystérieuses pierres runiques, tout cela s'éloigne dans la brume du temps. Vous êtes de retour dans votre époque, dans votre lit douillet, entouré de tout ce qui rend la vie moderne si précieuse. Dormez bien et que vos rêves vous portent vers des rivages paisibles, loin des tempêtes et des luttes de ces temps anciens. L'histoire continuera demain, avec de nouvelles découvertes, de nouveaux mystères à élucider, de nouvelles leçons à tirer du passé. Mais pour l'instant, reposez-vous, bercés par l'écho lointain des vagues qui ont porté les Vikings vers leurs destinées extraordinaires. Bonne nuit.